Certains d'entre eux ont la grippe, d'autres reviennent de voyage, d'autres ont leur optimisme habituel, et puis d'autres sont toujours aussi droites dans leurs bottes. Bonjour, Bonjour. Madame le bâtonnier. C'est de vous que je vous parlais, que je parlais. D'ailleurs, tu vas traiter, Daniel, la sortie de l'indivision, faire une comparaison entre la loi Letchimy et la loi du 26 mars, et tu vas également nous parler de la blessure du nom. Je ne déflore pas, c'est dans le chapitre culture, je ne déflore pas le sujet. Frédéric va nous parler des frontières de la France, qui se trouve également en Outre-mer. C'est un texte du général Poty, et plus précisément de la lutte contre la criminalité organisée, puis aussi d'un choc régalien pour l'Outre-mer. Ça, c'est le Sénat qui dit ce que nous disons. Le Sénat très conservateur qui nous sort les vérités. Christian va nous parler du service national volontaire. Et puis aussi, il va nous parler de musique. Je vais laisser défleurer le sujet. Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour. Il va nous parler de la Martinique et de la coopération régionale sous un autre angle. Tu deviens spécialiste de ça. Quasiment, on en fait de toi un spécialiste. Et puis tu vas nous parler du racisme, de l'antisémitisme. Mais en guise d'éditorial, je voudrais que tu nous parles de ton voyage avec des guillemets, à Métropole. Ouais. Avant que je lui dise une chose comme ça me blessait la bouche. Maintenant, il faut croire que j'ai grandi. Deux volets. D'abord, avant que tu ne me parles de ton voyage à Nantes pour le mal de la fraternité, je voudrais te montrer quelque chose. Mon ancêtre avait des esclaves comme tout le monde. C'était général. Oui, c'est ça. Mais nous, les jeunes gens, personnellement, moi, je trouvais ça hideux, honteux. On puisse prendre des êtres humains comme nous. Hein? Il n'y a quelle différence entre vous et moi? Quelqu'un de pauvre? Quand même. C'est rien, ça. Alors ça me révoltait. Vraiment, j'étais révolté. Mes frères aussi. On trouvait ça, c'est pas normal. Ma famille n'a pas raconté du tout. J'avais honte. Et je comprends ça. J'ai honte. Moi, ça me blessait. Mes frères aussi. Même encore aujourd'hui. On dit, ça nègre. Ça me brûle, ça. Je voulais changer un peu le monde. Et j'ai cherché à unir les gens, les noirs et les blancs. J'ai eu envie de me faire prête pour parler de l'amour qu'on doit avoir les uns vers les autres. Qui blanc, qui noir. Nous sommes égaux les uns et les autres. Commentaire? C'est difficile de faire un commentaire. Ce sont des images fortes. C'est mon oncle Christian de Rénal qui parle, que je n'avais pas vu ces images depuis longtemps. Donc, merci de ce petit cadeau. Mais c'est extrêmement, extrêmement émouvant. Ouais. Quand j'ai vu ça, j'ai eu des larmes qui me sont venues aux yeux. D'abord parce que je suis catholique et chrétien pratiquant. Et puis aussi parce qu'il te ressemble tellement. Ou tu lui ressembles tellement que je te dis, Emmanuel a vieilli parce qu'en fait, c'est son langage que tu parles. Tu répercutes, tu transmets un langage qui me semble être familial. En tout cas, lui, c'est le langage du cœur pur. Enfin, il y a pas de... il ne travestit pas sa pensée par du raisonnement. Voilà, il parle avec son cœur et ça se ressent. Enfin, c'est une leçon. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez tous. Hein? On va plus faire de comédie, de trucs, de stratagèmes. On va parler avec notre cœur. Vous êtes d'accord? Tout le monde dit oui. Oui, on le faisait déjà. Voilà. Le mal de la fraternité à Nantes. Oui, alors je reviens d'un voyage en France. En une minute. Hein? En une minute, oui, rapidement. Donc, c'était donc le week-end dernier. Je suis rentré hier, donc c'est tout neuf. Et invité par la Coque Nomade, qui est une association présidée par Dieudonné Boutrin, et qui a organisé un symposium sur le thème Histoire d'avenir. Le but étant de balayer les sujets de la mémoire de l'esclavage, avec en point d'orgue l'inauguration du mât de la fraternité, donc qui a été érigé sur la place de Nantes samedi, en présence d'un vaste public, et surtout en présence de Pierre Guillon de Princé, qui est un descendant d'armateur, qui a présenté des excuses publiques, puisqu'il est issu d'une famille qui a eu des activités de transport
De traite négrière, traite dis le négrière, mot. voilà. C'est comme ton. Alors, ton feeling, ton Moi, mon impression. feeling, pour être très honnête, Oui. c'est que ça a duré 3 jours. Dans ces 3 jours, il y a eu des moments forts, des moments d'intense émotion, notamment le samedi, avec à la fois l'inauguration du Mar et puis aussi la parole partagée entre les différents descendants de l'histoire de l'esclavage, Oui. qui viennent d'Afrique, qui viennent des Antilles, qui viennent de Nantes ou qui viennent de partout ailleurs. C'était un moment fort parce que c'était l'émotion qui s'exprimait, il n'y avait pas de calcul dans le propos. Et puis, il y a eu 2 jours de conférences en amont que j'ai trouvé pour ma part moins intéressantes, en tout cas moins sincères, que j'ai trouvé trop militantes, au sens où il y avait de l'idéologie qui me paraissait partiale à ce moment-là. Et donc, je suis un peu mitigé, pour être tout à fait honnête. Maintenant, moi, je n'ai envie de retenir que les aspects positifs. Et c'était cette dernière journée qui était une très belle journée. Voilà. Mais en étant conscient quand même que ce sujet fait appel parfois à beaucoup d'instrumentalisation. Petit Prince, c'est le buzz vraiment. Europe 1, Radio Monte Carlo, je crois. Ouais. Enfin, vraiment, tu as... Oui, alors Petit Prince, j'ai profité de mon séjour pour présenter à la presse mon nouveau livre, Petit Prince, qui est une nouvelle édition faite par les éditions Salvator, qui est la plus vieille maison d'édition catholique de France. Et ce livre est sorti il y a 10 jours à peine. Et j'ai été très surpris de l'accueil qui m'a été réservé parce qu'effectivement, Europe 1 m'a appelé, Radio Monte Carlo, enfin RMC. Et donc, j'ai fait des présentations et j'ai surtout compris que cette histoire, qui est une histoire martiniquaise à l'origine, avait une dimension un peu universelle. C'est une réédition. Une réédition réécrite, Ouais. réécrite avec à peu près 30% d'ajout par rapport au premier texte. Donc, je garde l'histoire initiale, mais... je vais t'arrêter pour te dire que très certainement, Daniel va en parler. Mais bien sûr. Dans le cadre de nos activités ici ou à nos cafés littéraires. Mais je t'ai vu dire, un peu comme ton oncle au journaliste, qu'en fait, cet enfant a été réhabilité, si le mot n'est pas juste, grâce à l'amour de sa mère. J'ai dit, tiens, Emmanuel parle d'amour. Ouais. Il subit une sorte de contagion. Jingle. Alors, les frontières de la France, comme je le disais tout à l'heure, se trouvent en Outre-mer pour le général Poli. Il s'agit de la lutte contre la criminalité organisée, qui passe aussi par la reconquête du lien et de la coopération. En fait, le titre fait presque tout, mais je te laisse donc quand même développer. C'est ça. Et quand j'ai reçu ce sujet, j'étais en train de lire, parce que je lis toujours partiellement, les frontières de l'imaginable, de la guerre de l'imaginable, du général Clastres. Et là, je lis les propos du général Poti qui dit à peu près la même chose, qui part du même constat, c'est que les guerres ont changé. Les guerres ont changé. Avant, on avait une guerre dans un espace géographique circonscrit. Aujourd'hui, la guerre, elle est numérique, elle est informationnelle, elle est sur les réseaux sociaux. En fait, on croit qu'on attaque un lieu, mais en vérité, c'est multidimensionnel. C'est comme un trou de verre. Et c'est ce qu'il dit, le général Poti. Il dit, si on continue de faire des petits coups et des tactiques, voire des grands coups, en attrapant le trafic de drogue ou en attrapant les réseaux, etc., on ne va jamais s'attaquer à tout l'esprit, à tout le réseau, à toute la structuration. Il dit qu'il y a finalement des exemples qu'ils ont déployés et qui ont fait leurs preuves, notamment à Saint-Martin, à Sandy Ground, et aussi à Bras-Fusil, à Saint-Benoît, La Réunion. Donc, on peut comparer ces quartiers à nos quartiers, hein, comme le Canal à Laric ou d'autres quartiers de Fort-de-France ou ailleurs. Et on peut voir que aujourd'hui, quand les forces de l'ordre, y compris dans l'Hexagone, se promènent, il y a des réactions, des interpellations, des caillassages, des véhicules. Et donc, leur posture, la posture du général Poti et de ses équipes, et de son rapport, c'est de dire il faut s'arrêter, observer et s'installer. Donc, équipe de 6 gendarmes pour s'approprier des lieux, pour un apaisement réel des tensions. Donc, le gendarme ou la force de l'ordre ou la police n'est plus une force de l'ordre, mais quelqu'un qui arpente le quartier, qui observe, qui rend des services concrets, qui rentre dans le terreau. Finalement, la psyché humaine est la suivante. Elle a peut-être 3 degrés. La première, c'est le besoin d'attention.
La deuxième, c'est le besoin de reconnaissance. Et la troisième, quand c'est possible, elle a besoin d'amour. Et sans être dans un discours idéaliste, ils ont appliqué, bon, excepté l'amour, hein, ça reste des forces de l'ordre, l'attention et la reconnaissance. Eh bien, écoutez, déjà, l'attention, puisque ils travaillent en étroite collaboration avec les acteurs locaux et ils demandent la cessation des dégradations de l'environnement, le matelas qui traîne, les VHU, parce qu'ils disent que le désordre visible engendre du désordre invisible et c'est une forme d'attention que de le constater qui touche les populations. Et j'en termine. La reconnaissance avec des dispositifs de cadets autour du collectif et la reconnaissance, les jeunes disent, c'est la première fois de notre vie qu'on nous dit que ce qu'on fait est bien. Donc je m'arrêterai en disant que oui, le besoin d'attention est essentiel et ça permet de mener vers une véritable stratégie de l'information, de la connaissance et du démantèlement des réseaux effectifs. Et passons d'abord par l'humain. Des forces classiques de répression. Sortie de l'indivision, comparaison entre, alors ça c'est un gros morceau, entre la loi Letchimy, qui était spéciale pour nous, affectée à nos territoires, et puis aussi la loi qui vient de sortir du 26 mars 2026. Tu fais les points de comparaison. Alors, pour bien comprendre, il faut, sur la question du foncier à la Martinique et sur la question du règlement, le règlement des successions. Le constat est fait depuis très longtemps et il suffit de constater en se promenant dans les centres-bourgs, dans les centres-villes et même dans certaines campagnes, le nombre de maisons qui sont abandonnées, envahies par les lianes, pour se rendre compte qu'il y a un problème qui touche le foncier et identifié comme étant le fait de successions non réglées. Et les successions ne sont pas réglées pour deux motifs, parce que les gens n'ont pas de titre et les gens n'ont pas voulu régler la succession, c'est-à-dire faire la transmission. Et face à ce constat, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été dérogatoires pour l'outre-mer. Ça a d'abord été un décret de 2017 qui a réduit le délai de contestation pour les notoriétés prescriptives, qui est passé de 30 ans à 5 ans. La loi Letchimy qui a permis, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelquefois un seul indivisaire qui bloquait le règlement, c'est-à-dire le partage ou la vente. Donc la loi Letchimy a permis la moitié des droits, avec la moitié des droits, de pouvoir avancer. Et puis, il y a eu en 2024 une loi sur la prescription qui était spécifique aux Outre-mer, toujours, qui a réduit la durée de la prescription en la faisant passer de 30 ans à 10 ans. Et il y a une évolution parce qu'on s'est rendu compte que les modes de vie en France hexagonale avaient changé avec les familles recomposées, les gens qui se déplaçaient davantage. On s'est retrouvé en France hexagonale avec une situation où il y avait des indivisions successorales qui commençaient à ne pas être réglées. Ce qui fait qu'en 2026, c'est une loi du 26 mars promulguée le 7 avril, il y a une loi, mais qui est sur le territoire national. La loi Letchimy... Qui s'applique à nous également. Donc, il se cumule avec la Letchimy. Tout à fait. La loi Letchimy est dérogatoire pour les Outre-mer régis par l'article 73. La loi qui vient de sortir s'applique à tout l'Hexagone. Alors, quel intérêt ? D'abord, elle n'a pas de durée, alors que la loi Letchimy a une durée. Heureusement qu'il a été prorogée jusqu'en 2038. Oui. Mais cette loi, elle n'a pas de durée, donc elle s'applique, quoi qu'il arrive. Ensuite, alors, il y a une différence, c'est que la majorité, c'est 2/3, et alors que la loi Letchimy, c'est la moitié, donc c'est moins favorable. Mais la loi Letchimy était applicable aux successions ouvertes depuis plus de 10 ans. Alors que cette loi, il n'y a pas de condition d'ouverture. Donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, lorsqu'un notaire va être saisi par un indivisaire, il a les deux outils à sa disposition et il pourra donc appliquer soit la majorité si on est dans le cas de figure de la moitié, soit la majorité des 2/3 si on est dans le cadre de la loi de 2026. Alors, je précise que cette évolution est particulièrement intéressante pour permettre le règlement plus facile des indivisions successorales, en ajoutant qu'en février 2026, le garde des Sceaux Darmanin a pris une circulaire adressée à tous les chefs de juridiction pour leur demander, outre-mer, pour leur demander de réserver un traitement
particulier pour la réforme, pour le traitement des dossiers en matière judiciaire, pour prévoir la formation des magistrats au contexte local, donc pour essayer, donc en amont, on a la loi Letchimy, on a la loi de 2026, et en judiciaire, lorsqu'on n'est pas arrivé à appliquer cela, on devrait avoir un traitement favorisé pour le règlement plus rapide des successions. Donc, à l'heure actuelle, je crois qu'on peut dire qu'avec l'évolution des choses, on a des outils à notre disposition. On a certainement des compétences, pas certainement, indiscutablement. Ce qu'il manque encore, il y a des moyens. On ne va pas nier qu'il y a des moyens qui ont été mis, mais ils ne sont pas suffisants. Il faut en mettre, à partir du moment où on a identifié un problème et qu'on a les moyens de le régler, il faut maintenant mettre le paquet. Le deuxième volet, dans 15 jours, ça sera l'effectivité et la mise en place, grâce à ton groupement d'intérêt économique, de cette affaire, puisqu'on a décidé... Intérêt public. Groupement d'intérêt public. Oui, c'est pas économique, c'est public. Oui, c'est jingle société. Alors, un choc régalien pour l'outre-mer, le Sénat tire la sonnette. Le Sénat, c'est moi. C'est toi, oui. Oui, le très conservateur Sénat, Oui. qui, alors qu'on ne peut pas taxer d'alarmiste, le Sénat, puisqu'il justement, il est conservateur. Et c'est un rapport au sujet des Outre-mer, un État dont les moyens, je le cite en substance, et les modes d'action ne sont plus, il parle de l'État français, dont les moyens et les modes d'action ne sont plus pleinement adaptés à des réseaux criminels et de plus en plus structurés et transnationaux. Nous le savions déjà, mais si le Sénat le dit, c'est que c'est vraiment vrai. Donc, il analyse la situation et les dispositifs jugés complètement insuffisants dans nos zones, aux Antilles, avec une procédure pénale conçue pour l'Hexagone. Le rapport est édifiant. Quand il dit ça, une procédure pénale conçue pour l'Hexagone, c'est que bien sûr, il parle du manque de moyens de la justice en général, mais plus particulièrement au vu des sujets de proximité dans nos territoires. Et l'obligation, et vous en parlez très souvent, les juristes ici, d'adapter les cadres juridiques pour pouvoir accélérer les procédures qui sont déjà lentes dans l'Hexagone, mais qui chez nous prennent des proportions assez démesurées, voire inacceptables. Il parle aussi ce rapport de la suroccupation carcérale. Donc en regardant les statistiques de suroccupation, les prisons sont engorgées partout dans l'Hexagone, mais chez nous, certaines zones atteignent plus de 100%, notamment du COS, une occupation qui est à la limite de l'acceptable. Bruno Retailleau parlait, rappelez-vous, avec la mise en place de l'OFAST du grand tsunami blanc. Eh bien, ça y est, le préfet est appelé, et le Sénat le met particulièrement en exergue, à jouer un rôle central en assurant la cohérence et la coordination des actions, parce que finalement, ça touche à quel sujet? Ça touche au pouvoir, bien évidemment, régalien. Aujourd'hui, le trafic de drogue va directement altérer les prérogatives régaliennes de l'État, qui sont, je le rappelle, la justice, l'armée, la sécurité et l'ordre public. Donc là, le passage, l'incertitude majeure, c'est le passage à l'acte, parce que pour le moment, le Sénat parle bien de plan pluriannuel. Il y a un rapport qui a été porté au Sénat 2582 par Madame Bellet et Madame Petit pour pouvoir parler de notre intégration à la CARICOM et renforcer les processus de sécurité. Pas que la sécurité, il y a aussi le volet commercial. Mais quand j'ai vu la coïncidence, je me suis dit que ça ne pouvait pas être une coïncidence de la part de Gérard. En tout cas, ce rapport et cette alerte, on peut parler d'alerte, elle interroge sur la capacité de l'État à s'adapter à des contextes très très complexes, et aussi la crédibilité de l'action publique pour pouvoir produire des résultats concrets et rétablir la confiance de la population. Plus de 184% de hausse des actes antisémites en 2023, plus 164% de hausse des actes anti-musulmans en 2003, données globales 16 485 atteintes à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux, 9
737 crimes, et puis je te laisse continuer, parce que c'est une tristesse. Oui, bon, c'est l'inventaire à l'après-vert de nos grandes faiblesses, qui sont celles des conséquences du racisme et de l'échec de la lutte contre le racisme. Alors, il y a un rapport qui est sorti. Il y avait un plan Prado, le plan Prado, qui est le fameux plan qui avait été mis en place par le gouvernement sur la période 2023-2026, Oui. qui était censé lutter de manière résolue contre le racisme et contre l'antisémitisme en actionnant la totalité des ministères. Donc c'était un plan interministériel avec une grosse ambition affichée. Et force est de constater que sortir de ce plan, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc tous ceux qui analysent ce plan disent c'est l'échec. Et ils n'ont pas tort. Donc tu as cité des chiffres. Plus 284% d'augmentation des actes antisémites, plus 164% des actes anti-musulmans, des crimes et délits qui continuent d'augmenter. Bon, tout ça se fait dans un contexte que vous avez perçu, qui est le contexte international, qui est aussi réactive les pulsions racistes et antisémites. On est dans un contexte de guerre, de guerre interethnique d'une certaine manière. Donc tout ça fait qu'on est dans le mauvais climat et qui fait que ça se manifeste chez nous par des augmentations de tension. Et donc de ce point de vue-là, l'État, si on considère que c'était sa responsabilité, n'a pas rempli sa mission. Ce qu'on peut quand même rajouter, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, et une fois qu'on a peut-être compris les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, alors c'est des dysfonctionnements techniques entre les ministères principalement, qui ne se sont pas coordonnés convenablement dans une période où le combat politique aussi français n'était pas de la plus grande qualité. On voit ce qui se passe au Parlement depuis 3 ans, c'est compliqué. Mais ça ne doit pas nous enlever nos responsabilités citoyennes. Moi, je pense que la lutte contre le racisme, bien évidemment, on peut se référer à l'État, il faut, mais dans le même temps, il faut impérativement se donner des obligations personnelles. Je crois que ça reste un combat de conscience, et donc c'est peut-être l'occasion de rappeler par des actes simples ce que l'on doit faire si on veut aussi contribuer à la lutte contre le racisme. Alors bon, il y a plein de petites choses sur lesquelles il faut qu'on s'accroche. Refuser la banalisation. Les fameuses blagues racistes qu'on tolère facilement, il faut arrêter ça, il faut arrêter de tolérer. Il faut être intolérant vis-à-vis de ces actes qui banalisent la parole raciste. Et ça, c'est nous, c'est pas l'État, c'est nous. On peut aussi agir en ligne. On constate en permanence des excès en ligne. Eh bien, on peut dénoncer. Il y a des outils pour ça, donc allons-y. Tout ce qui relève du dialogue et de l'éducation, il faut l'activer, c'est à notre portée. Donc, parler aux proches, déconstruire les stéréotypes. Vous voyez, on a quand même un certain nombre de champs d'action. On peut aussi recourir au droit quand c'est nécessaire. On peut inciter les victimes à porter plainte si on constate qu'une victime subit le racisme. Et puis enfin, ce que je pense, on fait tous autour de cette table, on doit aussi s'engager dans des associations, dans des initiatives locales, etc. Donc l'engagement est aussi un acte important. Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet. Puis j'ai envie de terminer sur une réflexion que j'ai vu émerger aussi à Nantes ce week-end sur le racisme. Parce que quand on prend un peu de hauteur et qu'on regarde la réalité du racisme, on s'aperçoit, que le racisme n'a pas toujours existé. C'est quelque chose d'assez récent à l'échelle de l'humanité. Il y a plus de temps d'existence de non-racisme à l'échelle de l'humanité que de temps de racisme. Donc, finalement, nous sommes là entre deux parenthèses. Donc, la deuxième parenthèse peut se refermer si on le décide. Et ça, c'est intéressant parce que quand on pose des choses comme ça, on peut se dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce que le racisme perdure. Alors, c'est peut-être un peu utopique en l'état actuel des choses, mais si on a tous cette conviction qu'on peut lutter contre le racisme, eh bien, ça passerait aussi par nous. Et j'ai envie de raconter 2 petites anecdotes, si tu permets. La première... Il reste 30 secondes. Bon, la première, c'est celle de Gaston Monnerville, à qui Bernard Pivot disait Monsieur Monnerville, vous avez été victime de racisme en France, à l'époque où il devait prendre la présidence. Et lui répond non, pas du tout, j'ai pas été victime de racisme. Il insiste, Pivot me dit c'est documenté, c'est acté. Et lui répond non, j'ai été victime de la bêtise humaine. Et je refuse
de dire que j'étais victime de racisme parce que, le disant, je valide le schéma racisé dans lequel vous voulez m'enfermer. Eh bien ça, je trouve que cette réponse est magistrale, elle est d'une puissance extrême. Le deuxième exemple que je veux citer, c'est j'étais il y a un mois et demi dans une conférence avec Jeanne Wiltord. C'était une réunion avec des ultramarins, c'était à Paris. Et Jeanne commence son propos en disant « Je ne suis pas noire ». Et là, bien évidemment, tout le monde est interloqué. Et elle répond, elle poursuit en disant il ne faut pas que vous confondiez les deux verbes, le verbe être et le verbe avoir. Je ne suis pas noir, j'ai la couleur noire, mais je ne me réduis pas à un état. Eh bien, si on ingère, si on prend conscience de ces deux états d'esprit, peut-être qu'on peut, par nous-mêmes, éradiquer le racisme en l'enlevant de nos schémas mentaux. Au mois de mai 1969, le 17 mai 1969, dans le hall, l'immense hall de la faculté d'Assas, je me glisse une pièce de 5 francs pour un café et j'ai une main qui balance la mienne. Je me retourne, je vois 5 jeunes fascistes avec les croix gammées et tout qui sont prêts à me faire avaler mon café. Ouais. La semaine d'avant, un jeune Camerounais avait été trépané, arrêté ses études et rentré au Cameroun. Alors là, j'ai beau de me dire ce que je veux, j'ai la peau noire, j'ai pas la peau noire. Ça, c'est une réalité à laquelle on assiste maintenant au quotidien en France. sûr. Et c'est cet aspect qui me terrorise, mais il y a des choses quand même qui permettent de régler la société. Service national volontaire, l'engagement, le Saint-Homme, Christian. Oui, effectivement, Gérard m'a donné un sujet sur le service national volontaire. Alors, je me permets de vous dire que je n'ai pas fait l'armée. J'étais exempté et j'étais tellement Je content. voulais que tu avoues ça publiquement. J'étais tellement content. Voilà. Alors, effectivement, dans le contexte aujourd'hui, on a reparlé du service national volontaire. Oui. Alors, j'ai commencé par identifier en Europe des pays qui ont toujours eu l'armée, qui ont toujours eu le service national. L'Autriche, l'Estonie, la Grèce, la Finlande, la Suisse, Chypre, par exemple, ils ont toujours eu le service national. Ça n'a jamais été supprimé. Dans d'autres pays, ils ont réinstitué le service national. Ça a été rétabli. C'est la Lituanie, c'est la Croatie, le Danemark, la Norvège. Voilà. Il y a d'autres pays. Je suis allé plus loin. Je suis allé en Afrique. En Afrique, l'Algérie a le service militaire. Le Sénégal a le service militaire. La Tunisie, l'Angola. Voyez. Et puis dans la Caraïbe, il y a Cuba qui a le service militaire et Saint-Domingue, le service militaire volontaire. Alors, c'est vrai que nous avons connu le service militaire obligatoire. Dès lors que tu avais 18 ans, 19 ans, et que tu étais masculin. Là, j'ai quelque chose à dénoncer, parce que les femmes n'ont pas été assujetties à ça, au service militaire. Mais enfin, nous, voilà. Tous les hommes étaient appelés à servir pendant 12 mois. Et c'est vrai qu'il y a eu un mouvement depuis 1968 de démilitarisation, puisqu'il y a beaucoup d'intellectuels en France ou ailleurs qui ont dit il faut arrêter la guerre, il faut désarmer. Et il y a eu un grand mouvement. Ça aboutit en France en 1997 à la suppression du service militaire par le gouvernement de Jacques Chirac. Alors aujourd'hui, donc il y avait la subsistance de l'armée de métier, vous voyez. Aujourd'hui, on se pose des questions, puisque le contexte aujourd'hui est devenu tellement brutal, si je puis dire, tellement dangereux, et puis aussi, on a fait le constat que même s'il y avait une volonté de démilitarisation, il y avait quand même des bons côtés. C'est comme dans chaque chose au service militaire, sur le plan de l'encadrement, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'apprentissage de l'ordre, l'apprentissage du respect, des valeurs. Donc, beaucoup de gens se sont réjouis, effectivement, qu'il y avait le service militaire. Et puis, on peut dire aussi, à travers des structures comme le SMA, il y a eu des dispositions qui ont été faites pour que les jeunes puissent apprendre des métiers. Oui. Vous voyez. Oui. Alors, aujourd'hui, effectivement, le gouvernement a réactivé l'idée du service militaire volontaire, ce n'est pas obligatoire, et parce que les préoccupations sont à nouveau d'encadrer la jeunesse dans un monde que nous le savons. Les ambitions aujourd'hui sont de recadrer, organiser, structurer, émanciper, faire confiance. Donc voilà tout ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut espérer effectivement. Alors, c'est arrivé aussi que moi, j'ai fait partie du Conseil de la culture, du CCE, et on se posait ces questions-là. Quand on s'interrogeait par rapport à l'encadrement de la jeunesse, on se demandait est-ce qu'il ne fallait pas rétablir une espèce de service civique, si vous voulez, au niveau des Antilles. Parce qu'on a beau dire qu'on est tellement sollicité par des turbulences aujourd'hui qu'il faut des éléments de recadrage et on peut espérer
peut-être que, peut-être pas que le service militaire soit rétabli, mais en tout cas, que les jeunes vont de plus en plus aussi se sensibiliser par rapport à ces orientations qui sont importantes pour l'encadrement, quoi. J'ai fait mon service militaire au service militaire adapté et je vous dis que ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais. Point barre. Mhm. On a vous dit qu'est-ce qu'il est, il est soi-disant patriote, martiniquais, mais c'était extraordinaire. Ça veut dire qu'en 2 mois, on faisait de toi un homme aguerri, on faisait de toi musclé, un homme décidé. Il y avait un encadrement militaire de qualité, humain. Et je pense qu'au SMA, on a réuni des gens de bonne facture. Et je le voyais parce que 2 mois après, mes copains qui passaient le bac en septembre arrivaient en retard et je les voyais tout mous. Il y en a un qui mettait des gants pour faire ses corvées. Juste, Ses corvées. Et je peux dire que réellement, je porte témoignage et puis ensuite tous ces copains qui ont fait des stages, de la formation, géomètre, cuisinier, etc., etc. Tu disais. non, juste pour dire aussi que en Asie aussi, la plupart des pays ont conservé le service militaire. Le Vietnam, Singapour. Oui, c'est ça. Oui. Emmanuel, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais rajouter juste une idée simple, c'est qu'en Martinique, à mon sens, l'arrêt du service militaire a eu une conséquence importante, Oui. c'est l'arrêt des brassages entre les communautés, Mhm. entre les classes sociales. Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Chacun est reparti dans ses tunnels. Et le service militaire avait cette vertu-là chez Mais- nous, de brasser les communautés. J'ai réalisé que je ne connaissais pas ma communauté martiniquaise. Dans les dortoirs le soir, après mes soeurs me disaient, mais qu'est-ce que je fais là? Les conversations qu'ils avaient sur je ne serai pas trop long, sur le curé ou le président du club qui secouait sa robe, du Robert qui secouait sa robe sur le Morlan. Ouais, mais qu'est-ce que où suis-je tombé? Bah. Et puis, un mois après, c'était mes potes, c'était mes amis, c'était mes compagnons qui lorsqu'on faisait des marches, m'expliquaient la faune, la flore. Et puis, c'était des marcheurs. Mais ouais, franchement, le SMA, ça a été une excellente chose. Jingle culture. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est que ça reste de la culture. Parlons un petit peu du CARICOM avec la version que je t'ai donnée. Oui, je suis resté sur le SMA, là, je suis parti dans un truc enflammé. Oui, donc le CARICOM, ça y est, la Martinique rejoint le CARICOM. Voilà. Et c'est une belle chose. Donc bravo, Monsieur Lachimi, parce que là, il faut saluer quand même son opiniâtreté, son travail. Je pense qu'il a franchi une belle étape. Et c'est une bonne chose, parce que c'était pas normal que la Martinique ne soit pas intégrée dans son environnement. Aujourd'hui, c'est chose faite. En tout cas, culturellement, on y est. Il y a des perspectives qui s'ouvrent à nous. On rejoint un bassin de 18 millions de voisins, donc c'est pas négligeable. On se retrouve un peu comme un hub entre l'Europe et la Caraïbe, donc on a un rôle à jouer. On a sans doute des atouts qu'il faut maintenant servir, qu'il faut absolument appuyer. Alors je pense en particulier en matière de santé, on a un CHU, et bien peut-être que désormais ce CHU peut devenir le centre de santé de toute la Caraïbe. Donc, le président de Sainte-Lucie est au CHU de Martinique. Voilà, exactement. Donc, devenir le pôle de référence de santé, voilà un vrai challenge qui est à notre portée maintenant. Donc, ça, c'est bien. On peut enfin commencer à traiter des problèmes d'environnement, la sargasse, les problèmes d'ouragans qui nous concernent sans mettre de frontières là où elles n'ont pas à être, puisque la sargasse ne connaît pas les frontières. Donc là, on peut commencer à réfléchir de manière collective, etc., etc. On peut aussi réfléchir à bâtir une véritable autoroute des mers régionale en réduisant les coûts logistiques qui aujourd'hui empêchent les coopérations. Donc tout ça, c'est très bien. Et puis, et là, je vais peut-être faire une redite, il ne faut pas que ça soit un rendez-vous loupé parce qu'on ne se serait pas préparé économiquement. Ça, c'est très important de rappeler ce fait-là. Aujourd'hui, il y a quand même une asymétrie brutale entre les coûts sociaux de nos entreprises de Martinique et les coûts sociaux des entreprises du reste de la Caraïbe. On ne peut pas demander à une entreprise martiniquaise de vendre des yaourts à Sainte-Lucie quand ces charges sociales sont de 400% plus élevées que les voisins, par exemple. Donc là, il y a un travail impératif à faire. Donc, je pense que c'est le deuxième chapitre qui s'ouvre maintenant. On a longtemps évoqué la zone franche sociale autour de cette table. Ça devient un impératif, à mon sens, c'est-à-dire de réfléchir à une nouvelle norme qui nous rende compétitifs.
Parce que si on ne le fait pas, cette ouverture peut nous transformer en nouvelle économie de comptoir. On ne ferait que consommer des produits importés de la Caraïbe, alors qu'on a une vraie opportunité de pouvoir coopérer de manière équivalente, équilibrée, si on compense nos handicaps. Surtout régler la question des normes pour nous permettre de nous approvisionner en choses proches, beaucoup moins chères. Alors, je crois que c'est un projet de Serge Letchimy de faire l'équivalence des normes. Il a complètement raison. Voilà, donc il y a un vrai chantier économique maintenant à placer autour de ce projet de CARICOM. On y va directement. Culture, la blessure du nom, une anthropologie d'une séquelle de l'esclavage aux Antilles. Guyane de Philippe Chanson. Oui. Je te laisse la parole. Oui, alors nous allons rentrer très prochainement dans le mois des mémoires. Le mois de mai, c'est le mois des commémorations. Et au fil des années, la célébration du 22 mai a pris le pas sur celle du 27 avril, qui est le décret de la République abolissant l'esclavage. Si on peut le comprendre pour des raisons, je dirais, de mémoire véritablement, c'est-à-dire mettre l'accent sur le fait que, avant même que le décret ne soit arrivé, les esclaves ont contraint les autorités sur place à prononcer l'abolition. Je pense que ce serait une faute contre la connaissance de ne pas savoir ce qui s'est passé le 27 avril. Parce que le 27 avril, il n'y a pas eu qu'un seul décret, celui abolissant l'esclavage. Le même jour, il y a eu 12 décrets, 2 arrêtés et une instruction. Parce que dans le même temps où on abolissait l'esclavage, il fallait pouvoir organiser la société. Et donc, il y a eu un certain nombre de décrets pour, d'une part, gérer les relations de travail avec la création des jurys cantonaux, créer les ateliers de travail, les ateliers de discipline et prévoir l'organisation d'élections. Parce que, en même temps que la libération des esclaves intervenait, les esclaves devenaient citoyens. Et comme en France, il avait été convenu de l'élection d'une assemblée constituante, les nouveaux affranchis devaient pouvoir participer à ces élections. Et donc, pour pouvoir participer, il fallait pouvoir être inscrit sur des listes électorales. Et pour être inscrit sur des listes électorales, il fallait avoir un nom. Et c'est l'occasion de rappeler que dans l'entreprise de déshumanisation de l'esclavage, ça n'a pas été seulement la perte de la liberté, c'est aussi la perte d'identité, puisque ceux qui étaient rasiés en Afrique, on leur enlevait leur nom, et quand ils arrivaient à la Martinique, on leur donnait un autre nom, qui était en fait un prénom. Et donc, en 1848, et ce qu'il faut bien comprendre dans le processus, c'est que la République désigne, il n'y a plus de gouverneurs, il y a des commissaires généraux. S'agissant de la Martinique, c'est François-Auguste Périnon, qui est un Martiniquais, qui arrive, et il a comme instruction de la part de Victor Schellcher, qui est ministre, d'emmener avec lui les registres qui vont recevoir les nouveaux noms. Et ces registres s'appellent des registres d'individualité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 73 000 personnes à qui il faudra donner un nom. Et ce nom, ça a pris du temps. Ça ne s'est pas fait en quelques mois. Et ce nom a été celui que... il y a eu diverses origines du nom, que ce soit la question liée à l'habitation, au maître, à la famille elle-même, ou bien quand les officiers d'état civil étaient à court de noms, ils ont inventé toutes sortes de noms. Et ce livre, donc, de Chanson sous la blessure du nom, rappelle déjà, et moi je crois que c'est important de le rappeler, comment ça a été effectivement une blessure. Et il explique comment, parce que c'est un anthropologue, comment s'il y a eu une espèce de silence pendant près d'un siècle sur cette question, sur ce qui s'est passé, comment c'est la littérature qui a ramené cette question sur le devant de la scène, que ce soit Aimé Césaire avec la tragédie du roi Christophe, Ernest Pépin en Guadeloupe, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant. Et donc, aujourd'hui, moi, ce que je crois qu'il faut saluer, une association que nous connaissons bien, qui est l'association
Amarishfa, c'est l'association pour la mémoire des familles, qui a fait un travail mais extraordinaire pour retrouver ces fameux registres d'individualité. Parce qu'il y a eu un tel silence et on n'a tellement pas considéré que ça avait de l'importance qu'on les a mis n'importe où, qu'ils ont été mangés, abîmés. Il a fallu les reconstituer. Et donc, ça, c'est la première chose. Et puis, il faut saluer aussi l'initiative du professeur Romana avec le mémorial du Trocadéro, parce qu'il y a des gens pour qui c'est important d'avoir un nom qui soit reconnu et qui soit reconnu au niveau national. Et pour ceux, donc je conseille, pour ceux qui ne l'ont pas lu, de le lire, mais pour ceux qui seraient contre ce mémorial, je leur conseille de lire ce livre pour qu'ils comprennent le terme blessure et pourquoi un mémorial, c'est une réparation. Et pourquoi aujourd'hui il y a tant de recherches sur la généalogie. Et pourquoi les descendants d'esclavisés n'auraient pas le droit de savoir l'origine de leur nom? Ceux qui n'ont, de tout temps, ont connu leur nom. Ceux qui peuvent remonter jusqu'à 20 générations, ça n'a pas d'importance pour eux. Mais pour ceux-là qui sont les descendants qui ont été privés de nom, moi, il y a une chose qu'on leur doit au moins, c'est le respect. Absolument. Et nous avons, Emmanuel, toi et moi, cette préoccupation. Quelques citations du livre, le nom n'est pas seulement un signe, il est une mémoire. L'acte de nommer après l'abolition fait un acte d'autorité. Le patronyme porte la trace d'une histoire que le sujet n'a pas choisie. Entre assignation et appropriation, le nom devient un lieu de tension identitaire. Donc, ce n'est pas n'importe quoi dans la formation de notre psyché. La blessure n'est pas visible, mais elle se transmet. Merci, Madame Marceline. Jingle, musique. Bon, salsa, messieurs, salsa, voilà, salsa. Tout le monde rit, tout le monde se lâche. Voilà, salsa. Okay. Voilà. Alors, je ne parle pas aujourd'hui d'un artiste. Oui. Je parle de façon éclectique de plusieurs choses que je partage avec vous et avec les spectateurs. Très bien. Après tout ce qu'on Dans a un premier vu, temps, je vais vous proposer une chorégraphie de salsa. Vous savez, c'est toujours très agréable. Mais rappelez aussi que dans la musique latine, il y a tellement de rythmes. Il y a la rumba, il y a la plena, il y a le guaguancó, il y a le mambo, le bougalou, la bomba. Tout ça, si vous voulez, ça obéit à l'expression latine. On va avoir une première vidéo. Alors, c'est court, mais en même temps, si vous voulez, on a toujours aimé ça parce que c'est vrai que la salsa nous invite à une déambulation, à une esthétique qui est quand même admirable. Hein, et je me rappelle quand j'étais étudiant, je me disais, c'est quand même bizarre que la salsa ne soit pas en Europe parce qu'elle était déjà chez nous. Mais c'est une musique puissante. Je fais un petit clin d'œil à Chico Gelman qui m'a dit un jour, la salsa, c'est la sauce. Il y a tout dedans. Mais c'est vrai, c'est la sauce. Hein. C'est ça le terme. Voilà. OK? Bien, alors, je vais vous proposer une deuxième vidéo. C'est un petit truc que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Voilà, regardez les jeunes Africains avec ça. Oui, ça quand même, je l'ai des jeunes. Hein. On prenait des bombes, margarine, tout ça, on était fait musique en l'air. Hein. Absolument. Donc, si vous voulez, on est dénué des instruments modernes, mais dans la nature, il y a ce qui nous permet de nous exprimer. Oui, vous voyez, on prenait une machine de gyro, on a fait flûter. Ouais, c'était une créativité. Hein. En temps d'avant, comment on y va. Des chachas. Voilà, absolument. Voilà, on va continuer. Alors,
là encore, si vous voulez, je vais vous proposer, c'est sur un titre d'Alain Jean-Marie, une chorégraphie d'une biguine. On va voir comment la biguine n'est pas simplement de la danse pour danser comme ça, mais c'est une source, effectivement, d'esthétique, de développement chorégraphique. C'est une seule danseuse, mais admirons. Voilà, ça c'est aussi pour faire relever que il y a des compositeurs comme Alain Jean-Marie, comme Falfret, qui ont des compositions modernes, mais qui sont basées sur nos traditions. C'est pas parce qu'on ne le danse pas dans une discothèque qu'on ne peut pas effectivement l'utiliser pour des chorégraphies, pour la chorale. Et là, c'est l'illustration effectivement de cette jeune qui s'est emparée d'une œuvre d'Alain Jean-Marie et qui exprime avec sa bonté, avec ses couleurs, qui exprime l'identité créole, l'identité musicale de nos territoires. Voilà. Un ballet entier. Absolument. Voilà. Bien, alors ensuite, nous avons, alors toujours, on parle de biguine, je parle de Goka, alors je vous invite à voir cette dame-là qui m'a aussi séduit. Écoutons. Alors, cette vidéo dure 7 minutes. Et pendant 7 minutes, la fille danse comme ça, avec un déhanchement, avec un gestuel, avec une sensibilité, et puis aussi avec le langage entre les gestes et le tambour. Parce qu'il y a forcément une synchronisation entre ça. Il y a un échange qui est très fort. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, et là, comme tu le disais, il y a beaucoup de Guadeloupéennes comme ça qui dansent le goka. Des danseuses, des professionnels, ça se sent. C'est intéressant à voir. Voilà. Alors, on va terminer, on va changer de monde, mais c'est un pianiste aussi que, comme vous, j'adore. C'est Keith Jarrett qui va nous donner quelque chose de très doux. Écoutons. Voilà, Keith Jarrett. Alors, les mélomanes ont en souvenir le merveilleux concert qu'il avait fait à Cologne, qui s'appelle Col Concert en Allemagne. Et c'est un album extraordinaire. Et Keith Jarrett, alors moi j'ai envie, je vais vous parler aussi prochainement de Bill Evans, aussi, qui est un très 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 bon pianiste, qui était, voilà. Et voilà. Et ce que j'aime, vous voyez, avec Keith Jarrett, quand il joue, la sensation est tellement forte qu'il se met debout, qu'il s'exprime, qu'il crie, ah, tu vois. Voilà. Mais c'est pour vous montrer la puissance du jeu et les sensations que ça peut générer. Voilà, Gérard, c'était mon petit C'était magnifique. J'ai deux choses à dire. C'est-à-dire qu'au bout de la rue Frébeau, qui donne ensuite sur le faubourg d'avant, il y a tous les samedis matins, notamment des membres d'Akio, qui jouent du tambour. Et j'ai remarqué avec les vidéos qui sont distribuées, on voit qu'il y a de véritables professionnels de la danse. C'est évident que ce sont des filles qui sont des professionnels, qui viennent spécialement danser, comme tu le dis, pendant des minutes et des minutes. Deuxième chose, je ne sais pas qui c'est qui m'a abonné, mais je remercie cette personne, certainement un Guadeloupéen, un ami, il m'a abonné à un groupe sur WhatsApp où je t'envoie parfois des choses.
Mais la Guadeloupe frétille, fourmille d'événements culturels, mais c'est Oui. incroyable. Même sur un endroit qu'on croirait mort, comme Basse-Terre, il y a des concerts de jazz, Ouais. il y a des clubs de jazz, il y a des activités jazzistiques. Je vous félicite, amis guadeloupéens, la Martinique derrière. C'est la provocation. Il y a quand même beaucoup de choses ici aussi. Il y a parce quand que même- Oui. si on avait la même Mais cité, non, mais- on aurait eu beaucoup de choses. Hein. Oui, oui. On a du mal à suivre. Hein. Ouais, on a dit- Oui, il y a beaucoup de choses. Mais là, en Guadeloupe, la qualité. Mais ici. Oui, on va pas faire un débat sur la comparaison Guadeloupe-Martinique. Je dis que la Guadeloupe est mieux que nous, et puis c'est tout. Et puis c'est point barre. Quelque part, je suis le chef. Oui, et oui, il nous reste du Je vais faire un temps. petit clin d'œil à Grégory Privat, dont tu as parlé il n'y a pas très longtemps, et que j'ai vu à l'Atrium il n'y a pas très longtemps non plus. Et quand on parle de Keith Jarrett, je n'oserais pas faire de comparaison, mais Grégory Privat, c'est des mélodies aussi puissantes, Ouais. aussi profondes. Vous voyez, et puis c'est une inventivité. À l'Atrium, récemment, il nous a offert un concert où il mélange des technologies nouvelles vous voyez, à son jeu, et nous avons passé un moment délicieux. Ça, c'est aussi des grandes valeurs que nous avons et qui absolument. peuvent, sur le plan international, rejaillir sur notre territoire. Pourquoi tu dis qu'ils peuvent? Qui sur le Qui- plan international qui le va font jouer déjà. sur le territoire? Ouais. Non, mais il faut en avoir conscience. Ouais. Absolument. Ben, je vous remercie tous. Je vous dis à bientôt. Guérissez vos grippes, vos bobos, reposez-vous des voyages. Dans quel jour vous alliez? Ce serait pas un grand voyage au bout du monde. Et merci l'équipe, merci Johan, merci David, merci Monsieur Torres, merci. Et puis aussi la direction qui se connaît, qui se reconnaît et qui nous permettent de faire cette émission hebdomadaire à l'occasion de laquelle nous prenons un grand plaisir, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. À bientôt mes chers téléspectateurs. Merci vous aussi d'être là. À bientôt.